Bonjour! Quand j'ai décidé d'appeler l'émission d'aujourd'hui « Vivre », la plupart de mes collaborateurs, collaboratrices m'ont fait remarquer que c'était un thème un peu large. Ouais, je parle un peu trop fort. Parce qu'en Suisse, par exemple, vivre, c'est plutôt tenter de ne pas trop se faire remarquer. Comme dit l'ami zurichois Fritz Zorn, du calme, comme on dirait, la mort. Vivre, pourtant, c'est accepter que ce soit trop fort, que ça dépasse et que ça soit un peu ridicule. Personnellement, j'ai toujours eu une angoisse avec le fait d'être ridicule, de me taper la honte, d'avoir la jupe coincée dans la culotte ou un morceau de poulet fermenté dans mon appareil dentaire. Comme si vivre, c'était suivre un chemin sans embûches dans lequel on aurait toujours le comportement adéquat. Sur les petits schémas de l'évolution, vous voyez, où l'on voit le singe devenir un être humain, rarement une femme d'ailleurs, la silhouette ne trébuche jamais. On ne la voit pas pleurer dans son évolution. On ne la voit pas avaler de travers. Non. Elle marche, fière, vers un avenir radieux. Pourtant, évoluer, c'est pas toujours élégant. Dès le départ, venir au monde, c'est quand même percer une poche liquide, traverser des glaires vaginales, des excréments et de la pisse. Bah ouais, c'est pour ça qu'on n'en parle jamais. C'est soi-disant vulgaire. Comme si la naissance commençait au moment où le bébé est présenté au monde, lavé et recouvert d'une layette blanche, immaculée. D'ailleurs, on se marie en blanc, soi-disant vierge de toute histoire de cul. Et on meurt dans l'intérieur en polyester blanc d'un cercueil en bois lisse. Mais vivre n'est pas propre. Vivre n'est pas sécure, comme on dit. Vivre requiert de nous la possibilité des joues qui rougissent, des auréoles de chemise qui se tachent, des poils qui repoussent, ou de la gêne ressentie quand on tient maladroitement le corps d'une personne affaiblie sur des toilettes parce qu'elle ne peut plus y aller toute seule. Dans les pays riches, on a l'illusion qu'on peut tout contrôler et que ce contrôle nous garantira une belle vie. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, puisqu'on s'émerveille si souvent de voir les autres vivre tellement mieux que nous. Et si notre imaginaire biologique a été biberonné à la loi du plus fort, il est temps de dire que l'évolution du vivant est collaborative et que l'entraide y joue aussi peut-être quand même à la fin un rôle prépondérant. Pour ma part, je n'ai pas encore perdu le plaisir d'écouter autour d'un verre les déboires et les malaises des râteaux divers et variés de mes amis, ni de raconter les miens. Aujourd'hui donc, vivons avec Jessica Pidou pour comprendre comment les algorithmes peuvent formater notre expérience de la rencontre et avec Marc Atala pour constater que la science-fiction s'est emparée des possibles du vivant depuis longtemps déjà. Vivons à la maison Mivla qui propose aux personnes âgées de garder leur autonomie le plus longtemps possible. Vivons à travers les âges avec le groupe belge YDI qui pratique la techno paléofuturiste. Et tout de suite, vivons avec Catherine Camponis et Alexandre Fray qui nous emmènent au cœur de la rencontre de deux corps qu'a priori tout oppose. Moi, j'ai l'impression que quand tu touches quelqu'un, du coup, dans le porté, c'est comme si vraiment tu as accès un peu à l'histoire ou à l'univers de l'autre, et via la peau, évidemment, les muscles, les os, mais tu as accès à cet univers-là.
pour moi, porter, c'est ça aussi. Quand tu soulèves quelqu'un, tu soulèves tout son passé, toute sa vie. Quand tu soulèves quelqu'un, tu soulèves aussi tous ses mémoires, tout son vécu, son corps. Et puis il y a tout les sens sont tout développés. Tu sens la température, tu sens le bruit de la respiration, tu sens l'odeur. Enfin, il y a tout ce rapport très intime aussi. Tu permets à l'autre d'oublier son poids, de laisser son poids, d'abandonner son poids, de plus avoir de poids. Et du coup, ça, c'est génial. Mais il y a un échange pour moi, c'est pas que de l'altruisme. Parce que quand tu portes quelqu'un, tu rajoutes le poids de l'autre à ton poids. Et, et du coup, il y a le plaisir de faire d'abandonner, de faire disparaître le poids de l'autre pour celui ou celle qui est porté. Mais après, il y a aussi le plaisir de me sentir plus compact, plus enraciné.
Bon, j'ai toujours été portée de toute façon parce que j'étais la dernière d'une fratrie, la petite. Et donc j'ai compté toujours sur tout le monde. Si c'est cette façon-là de voir, je ne sais pas. Non, mais sinon, comment vous dire? Mais j'ai toujours été quand même en retrait. Il a fallu quand même que j'avance toute seule, toute ma vie, que j'avance. Je me sentais toujours la dernière. Et c'est ce besoin que j'ai eu d'approfondir et d'avancer pour justement devenir au niveau des autres, pas plus. Et ça, j'en suis très, très, très heureuse et même fière parce que je vous dis, j'ai démarré sans rien dans la vie, sans rien. Oui, j'ai eu toujours envie de me battre, oui. Ben, quand j'ai eu mes enfants déjà. Il a fallu forcément qu'on porte, que les enfants on les porte quand même. Oui. Et puis bon, ben, les porter jusqu'au bout, ne serait-ce que matériellement, mais ça prend beaucoup de temps personnel. On pense plus beaucoup, pas tellement à soi, voilà. C'est ça bon, moi, c'est comme ça, je ne le regrette pas, hein, pas du tout. Hein. Voilà. Et je les ai portés, c'est vrai, beaucoup. Je m'en serais pas plus capable d'ailleurs. Je me suis surprise moi-même. Non. Je fais tout ce que je peux. Ça aussi, ça me porte. C'est une idée qui me porte. Pour me débrouiller toute seule le plus possible. Voilà. Après, tant que je pourrai. On vient de quitter Alexandre Fray et Catherine. Et je voudrais préciser que Catherine a été au premier festival de la Cité il y a 49 ans. Elle était là et je trouve ça super émouvant qu'elle soit avec nous aujourd'hui, portée par Alexandre dans ce chant. C'est absolument magnifique. Bonjour Jessica Pidou, bonjour Marc Atala. Bonjour. Je suis absolument ravie de vous avoir, je suis même très en joie de parler avec vous aujourd'hui de ce thème, vivre. Marc Atala, tu es maître enseignant de recherche en littérature à l'Université de Lausanne, tu es directeur de la Maison d'Ailleurs, tu es aussi le directeur du Festival Numérique Games. C'est ça. C'est ça. Jessica Pidou, tu es docteur, j'ai un énorme blanc. En humanité digitale. En humanité digitale, merci. Tu as fait un postdoc en Sciences Po et tu es aussi directrice de l'association activiste Personaldata.io. Exactement, qui donc défend nos données personnelles en fait, notre rapport à nos données personnelles. Sur les données personnelles, oui. C'est ça, merci beaucoup de cette précision. Alors, moi j'ai envie d'évoquer avec vous cette notion du vivre, un petit peu de la manière, je vais commencer avec toi Jessica, sur ce qui nous empêcherait en fait de vivre, ou en tout cas ce qui formate le vivant. Et donc j'aimerais que tu nous parles des algorithmes. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme et comment il influence notre manière de vivre ? Oui. Je vais parler plus précisément de l'algorithme dans le cadre de l'informatique, puisqu'on a aussi des algorithmes cognitifs. Et un algorithme, en fait, ce sont des calculs mathématiques qu'il y a dans un ordinateur, dans un programme informatique, qui vont permettre de fonctionner ce programme. Donc aujourd'hui, on a une application comme CFF ou Netflix, Amazon. Là, il se passe des opérations mathématiques derrière ce programme, dont l'utilisateur final ne le voit pas. Et c'est ça qui permet finalement d'obtenir une information, de faire des actions dans l'application. Donc, ils sont nécessaires pour le fonctionnement de l'application. Et toi, tu t'es intéressée plus précisément à une application, enfin à un ensemble qui s'appelle les applications de rencontres, mais notamment à Tinder. Oui. Et on est toutes et tous peut-être des utilisateurs de Tinder une fois dans nos vies. Et donc Tinder nous donne un peu la sensation, quelque part, qu'on va pouvoir rencontrer des gens qu'on ne connaîtrait jamais autrement, nous donner une sensation d'avoir accès justement à quelque chose de plus large. Et toi, dans ton travail, tu as quand même déterminé qu'en fait, ce n'est pas tout à fait le cas, que Tinder formate très fort en fait, notre expérience de la rencontre. Oui, c'est ça. Donc l'enjeu, c'est que les algorithmes en fait vont permettre
permettre de traiter une quantité d'informations à une rapidité dont l'humain ne peut pas le faire aujourd'hui. Mais ensuite, ces algorithmes aussi vont aider s'ils vont nous aider à traiter cette information, ils vont aussi nous enfermer potentiellement dans nos choix, dans nos préférences, puisque ces systèmes sont capables d'apprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et de nous présenter, dans le cas des applications des rencontres, des mêmes potentiels partenaires en fait dans l'application. Il y a une forme de schéma de reproduction en fait. On amplifie des choses qui sont déjà dans la société par l'usage de ces applications. Oui, donc ces systèmes de recommandations algorithmiques sont très puissants pour apprendre, collecter toutes nos traces d'activité en ligne et savoir ce qu'on fait, quand on le fait, où on le fait. Et c'est ça qui permet ensuite de nous faire des recommandations, mais ça nous crée aussi des bulles algorithmiques où on va commencer à socialiser dans ce qu'on connaît déjà. C'est ça. Marc, toi, tu viens un peu du monde de la science-fiction, en tout cas, tu le connais très bien, ce monde. Cette consommation des corps, comment est-ce que la science-fiction s'est emparée de ce sujet-là ? Bon, déjà, peut-être rapidement, la science-fiction, donc depuis à peu près la fin du 19e siècle, c'est un type de littérature, puis après de cinéma, de jeux vidéo, etc., qui s'appuie sur l'idée que la technologie et les sciences nous informent, nous mettent en forme quelque part, et qu'elles modifient notre condition humaine, notre rapport à nous-mêmes, à autrui, au monde. Et donc, souvent, ces technologies ou ces sciences, on ne les réfléchit pas, on les adopte, mais on ne les réfléchit pas, on ne les éprouve pas, elles sont presque un peu extérieures à nous et on s'y moule quelque part sans forcément prendre le temps de s'interroger sur les modifications qu'elles produisent chez nous. Alors évidemment, la question des corps, la question de ce que disait Jessica tout à l'heure, c'est-à-dire à quel point notre manière de penser le monde, de nous rapporter au monde est formatée par ces sciences et technologies, c'est quelque chose qui fait partie de la science-fiction et en particulier depuis les années 80, avec certains mouvements de la science-fiction qui se rendent compte qu'on vit dans une époque étrange, on valorise excessivement les corps, en termes de mode, en termes de plastique, en termes de modification corporelle, mais en même temps, cette modification des corps, elle a tendance à nous amener à détester nos corps. C'est des mouvements de la science-fiction qu'on appelle le cyberpunk, par exemple, qui n'est peut-être pas le mot le plus connu qui soit, mais dans lequel on se rend compte que l'être humain est à la fois pétri dans son corps, qui devient uniforme, c'est un peu ce que disait Jessica, on est un peu cloisonné dans notre vision à nous et tout est renforcé pour nous cloisonner encore plus. Et en même temps, on passe notre temps à essayer de nous fuir. On fuit dans un écran, on fuit dans un réseau, on fuit dans un réseau de rencontres. Mais finalement, ce qu'on rencontre dans cette fuite, c'est nous-mêmes. Et donc, cette espèce d'idée très étrange où on est systématiquement confronté à nous tout le temps. Et où notre corps devient une sorte d'interface. D'ailleurs, c'est la position qu'on a quand on est devant un smartphone. On a une sorte d'interface. Notre corps, c'est 2 pouces. C'est à la rigueur une sorte de position pas très digne. Et puis, on est complètement, absorbé par l'écran. La science-fiction va utiliser cette image-là pour l'exagérer et puis soudainement plonger des êtres humains dans des mondes virtuels dans lesquels ils peuvent se sublimer, devenir quasiment parfaits, de sorte de dieux, comme on aurait dans le film Avatar par exemple, ouais. Alors qu'en fait ils sont juste en train de fuir un corps qui est en train de s'écrouler, qu'on a envie de mettre de côté. Oui, c'est intéressant, ce rapport au vivant que ça crée, c'est-à-dire cet endroit dans lequel tout à coup notre corps pourrait devenir complètement autre chose, ou en tout cas on a des attentes qui soient autre chose que ce qu'il est, ce corps, j'ai l'impression aussi. Je vais revenir, Jessica, sur ces algorithmes parce qu'ils ne sont pas produits par des machines, ces algorithmes, ils sont justement faits par nos corps, ils sont faits par nos cerveaux. Et donc il y a des biais dans la manière dont ces algorithmes sont construits. Oui, donc en fait, c'est des choix humains qu'il y a pour faire la conception d'un algorithme, la conception d'un programme informatique. Et c'est là où on peut introduire justement des biais dans les résultats qu'on obtient ensuite dans le système informatique, dans l'application. Et c'est là où on devrait améliorer en fait ces pratiques de développement pour contrôler, vérifier la conception, déjà à la base, mais aussi parce que ces choix vont influencer justement l'image qu'on a de notre corps, de notre sociabilité en ligne. J'ai fait une étude sur le corps de la femme sur les applications de rencontres et en fait c'est très stéréotypé et c'est hétéronormatif et une femme elle est présentée par le haut du corps, ses cheveux, c'est la poitrine, la couleur de ses yeux et en fait ça fige l'image qu'on a de nous-mêmes puisque c'est nous qui devons déclarer qui on est, comment on se voit, comment on se perçoit, pour que quelqu'un d'autre nous perçoive de cette manière-là.
Tu as envie de réagir à ça, non? Cette injonction à être quelqu'un. Ouais, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce que dit Jessica, c'est cette idée de se sentir singulier, c'est de se sentir soi-même. Hein. On va adopter un ensemble de codes, mais finalement, on a quand même la perception d'être nous-mêmes, et que ce nous-mêmes, il va être perçu par d'autres. Mais en fait, ce nous-mêmes n'est qu'une sorte d'image stéréotypée qu'on va retrouver quasiment copiée à l'identique des millions de fois. Et finalement, on peut se dire que, tiens, on va repérer quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est que la copie, une sorte de clone comme ça, que la copie de ce qu'on attend. Et donc, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de découverte. Hein. Quand on parle de rencontre, en fait, on ne rencontre que ce qu'on attend de rencontrer. C'est presque l'inverse de la rencontre qui suppose d'être un peu déstabilisé, transformé, peut-être même parfois ébranlé par cette rencontre-là. Là, finalement, dans cette espèce d'aspect normatif, mais le paradoxe, c'est ça. On est dans le normatif, mais ce qu'on recherche, c'est le singulier. Et on peut donc être déçu à travers ça, puisqu'évidemment, ce singulier, on le recherche intellectuellement, mais finalement, on est séduit par le normatif. Et dès que le normatif s'exprime trop, la déception, elle est immense, puis on recommence, puis on recommence, puis on recommence. Et ça aussi, ça devient uniforme. On recommence sans cesse quelque chose qui ne pourra jamais être singulier parce qu'on est séduit par ce normatif et pas du tout par ce qui fait que l'autre est complètement différent et unique au monde, en fait. Oui, c'est bien dit. Comment est-ce qu'on pourrait... qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réparer ces algorithmes? Comment est-ce qu'on pourrait tenter de se libérer de ça, puis d'élargir le spectre du vivant? Parce qu'on ne peut pas complètement éviter le numérique. Enfin, on peut en discuter, Marc. Je sais que tu as un autre avis là-dessus, mais en tout cas, on vit avec le numérique pour l'instant aussi. Et donc, comment faire pour élargir ce spectre du vivant? Oui, il y a une notion, l'exploration curieuse de Nicolas Auret, qui est intéressante puisque justement elle nous permet de nous affronter à la diversité pour des questions d'égalité, d'inclusion, c'est très important. Aujourd'hui, puisqu'on est renfermé dans nos préférences et nos similitudes, ces systèmes de recommandations algorithmiques fonctionnent beaucoup sur la base des similitudes. Et ça fait qu'on rencontre toujours les mêmes personnes ou le même type de films, le même type de chansons. Et une exploration curieuse, en fait, nous permettrait de naviguer en ligne envers des choses différentes qu'on veut découvrir. Et puis, ça améliore la tolérance et ça diminue aussi la polarisation dont on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, fortement. Ouais. Et que le Covid n'a pas aidé puisqu'on a le temps d'écran a explosé pendant cette période. On parlait, Marc, aussi de ce rapport qu'on entretient avec la technologie au niveau de la puissance qu'elle nous donne. Mais est-ce qu'elle nous rend vraiment si puissants ou au contraire, est-ce que quelque part, elle nous handicape de quelque chose ? Bon, on avait discuté de ça par rapport à cette notion de puissance. Moi, je pense toujours à ce qu'écrit cet écrivain français qui s'appelle Alain Damasio, que certains connaissent peut-être, qui a écrit des romans assez critiques, assez ambitieux, assez exigeants, avec une création de langue. Hein. Il crée sa langue quasiment, elle est presque charnelle, en fait, sa langue. Et Alain Damasio parle souvent de cette espèce d'idée de dans quelle mesure est-ce que la technologie, elle augmente ou elle diminue notre puissance. Si je prends l'exemple de ce que disait Jessica tout à l'heure, on voit bien que ça paraît plus puissant parce qu'on rencontre plein de gens, mais comme ces plein de gens ne sont que les copies conformes de ceux d'avant et de ceux d'après, elles diminuent notre puissance. Et pour moi, c'est ce critère de la puissance, est-ce que ça m'ouvre au monde, un peu comme quelqu'un qui s'ouvrirait à son corps, ou est-ce que c'est quelque chose qui me recroqueville sur moi, alors soit physiquement, soit mentalement, hein, je suis enfermé dans mes propres attentes, un peu comme quand on va sur Amazon ou Netflix, où tout est déjà préformaté. C'est un critère qui est intéressant parce que qu'on utilise ou non les technologies numériques, qu'on ait un téléphone portable dans sa poche ou non, ça ne change rien. La question, c'est est-ce que je suis capable de valoriser ce qui ouvre ma puissance ou est-ce que je préfère peut-être rétrécir un peu comme une peau de chagrin, comme ça, les potentialités de l'existence en ne prenant que ce que je connais déjà. Et je crois que c'est un critère qui est intéressant, ce critère de la puissance. On n'en parle jamais, on n'apprend pas ça à nos enfants, à nos écoliers ou que sais-je, alors que c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, qu'il soit 8 heures par jour dans un monde numérique ou pas. Et je crois que c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que c'est notre manière à nous de nous rapporter à l'objet plutôt que d'être dicté dans nos comportements par l'objet lui-même. Ouais. Tu voudrais réagir ? Oui, pour parler aussi plus concrètement de qu'est-ce qu'on pourrait faire, cette exploration curieuse, en fait, c'est une prise de conscience aussi déjà que ces plateformes-là sont pour pas seulement apprendre nos préférences, mais aussi pour les influencer. Et il faut prendre du recul pour savoir qu'on doit avoir une possibilité, des outils, des plateformes où on peut retrouver des informations, aller à la recherche en fait, et pas attendre les réponses automatiques de Google par exemple.
Je vous remercie beaucoup. On va devoir couper ici. Je voudrais juste finir sur une chose. Je voudrais parler de la place des femmes dans le cyberespace. On n'est pas assez. Et je trouve qu'il faut le pointer ici et communiquer là-dessus. Tu es une des rares personnes qui travaillent sur ces endroits-là. Il y en a d'autres. Et visibilisons-les. Et investissons cet endroit numérique, cet espace cyber. Oui, et aujourd'hui, on a ce pouvoir avec les droits de la protection des données personnelles. Tous et toutes. Exactement, on va aller sur personaldata.io. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. On va partir maintenant à la maison Mivla, dans une maison où les personnes âgées sont aidées, soutenues pour garder le plus longtemps leur autonomie. Bonjour, vous êtes à la maison Mivla. Cette maison, elle s'appelle la maison Mivla car c'est Madame Mivla que vous voyez là-bas qui a donné ces terrains à la ville de Lausanne pour construire des logements pour les personnes âgées, mais aussi avec un but pour les personnes nécessiteuses. Elle avait vraiment mis ça dans son testament parce qu'elle voulait que toutes les personnes puissent avoir la possibilité de rentrer dans ces appartements. Madame Mivla, il paraît qu'elle avait souffert de solitude, donc elle avait demandé d'avoir quelqu'un qui s'occupe des personnes. Donc voilà mon rôle, m'occuper des gens. Après le décès de mon mari, à un moment donné, j'ai pris la décision de venir ici. Et je dois dire que moi, l'appartement me plaît énormément, je me sens bien et je me sens en sécurité. Mais on n'est pas, justement, chacun est pour soi. Hein, c'est pas, il y a des gens qui croient que c'est comme un EMS, non, pas du tout. On a notre appartement, on peut recevoir les gens, on peut vivre tout à fait normalement. J'ai dû passer, moi, dans un EMS. C'est pénible. On est obligé de subir, d'être à disposition du personnel, d'être là. Tandis qu'ici, on est chez soi. Si je veux descendre, venir boire un café le matin, n'importe, je viens. Sinon, je reste chez moi, je le fais chez moi. Voilà la différence. Une chose aussi qui était assez importante, en tout cas pour moi, c'était vraiment ouvrir cette maison à l'extérieur. Ça, c'était vraiment... J'habitais déjà dans le quartier avant d'arriver ici. C'est un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées. Et je me disais aussi que je voyais autour de moi des personnes qui avaient besoin d'être entourées, qui avaient vraiment besoin de quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas cette maison? Est-ce qu'on peut... Je suis sûre qu'on peut apporter quelque chose aussi au quartier. Personnellement, moi, je suis de l'extérieur. Donc... Mais alors, j'ai découvert, comme vous dites, vraiment une vie de village. Vous savez, quand je suis arrivée la première fois, j'ai été très bien accueillie. Elles ont été toutes formidables. J'arrivais, j'étais l'étrangère, on ne me connaissait pas, on ne savait pas... Mais vraiment, elles m'ont accueillie tout de suite. Et surtout, heureusement qu'on a une Elisabeth. D'ailleurs, vous avez dû vous rendre compte combien elle est dynamique et tout. Et on peut compter sur elle. Oui, puis en plus, il y a quand même certaines animations. La gym, le mardi, l'aide-mémoire. Non, c'est vrai, j'ai pas l'impression que les personnes s'ennuient. Coincés dans le mauvais scénario d'un très mauvais film dirigé par le pire des réalisateurs. YDI refuse la société de contrôle et les discriminations qui en découlent. Vacciné, pas vacciné, testé, pas testé, masqué, pas masqué. Nous sommes YDI et nous aimons les sourires, les contacts, la danse, la sueur partagée et la chaleur humaine.
Bonjour YDI. Merci beaucoup, c'était trop super. On vous aime trop. Bravo. Bravo, vous êtes ce soir à Tridel, en concert à 1h du matin, si je ne me trompe pas, pour les plus nocturnes d'entre nous. Vous portez des masques du carnaval sauvage de Bruxelles. Ils sont absolument magnifiques. J'encourage n'importe qui à aller à Bruxelles voir le carnaval sauvage. On est aujourd'hui dans cette thématique de vivre. Et on avait envie, quand on a parlé ensemble, vous aviez envie de parler de ce que ça fait d'être un musicien qui sait que la personne qui vient l'écouter doit passer des tests. Oui, nous, c'est quelque chose qui nous dérange profondément. Et surtout, ce qui est très compliqué en tant que musicien aujourd'hui, c'est qu'on est quelque part, on se retrouve instrumentalisé par la force des choses. Et donc, tout le monde est un peu coincé, parce que les gens ont envie de voir des concerts, on a envie de faire des concerts, mais les conditions pour les faire sont, pour nous, inacceptables. Ouais. Tu dois pas me rendre le micro, parce qu'en fait, j'ai un micro, mais j'ai oublié que je l'avais. Okay. Du coup, ouais, il y a cet endroit d'avoir envie d'être en relation, puis en même temps d'être empêché. Et donc, votre stratégie, c'est de tenter de quand même le faire, d'essayer de trouver des brèches. Comment vous faites? Oui, nous, ce qu'on vise le plus actuellement, c'est le développement du réseau alternatif, underground, qui va, je pense, pouvoir briller, en fait, aujourd'hui, car c'est un réseau qui a beaucoup plus facilement la possibilité que les réseaux qui sont, par exemple, liés aux subventions, etc. Et donc, nous, pour le moment, on mise tout là-dessus. Parfait. On vous quitte là, on vous rejoint ce soir à Tridel. Merci beaucoup, on se quitte sur ces idées de réseau alternatif et on les soutient ici, on vous encourage à y aller. On se quitte sur des images du festival, on se retrouve demain ici sur la plaine du Verger de l'Ermitage à 17h. Thank you.